Bonjour mes amis francophones, je suis Tiranshah Rachidian, un présentateur de la télévision Randinkama. Comme d'habitude, je fais mes émissions dans plusieurs langues, y compris l'anglais, allemand et français. Aujourd'hui, j'ai une discussion assez serrée. J'espère qu'on puisse le finir finalement dans notre temps, déjà qui va durer peut-être 1 heure. Sinon, on peut laisser le reste de nos débats pour une autre émission. Alors, notre deux invités s'appellent Monsieur Zarali Nik Ravesh, qui était la semaine dernière aussi mon invité. Il est iranien d'origine kurde et il habite en Belgique. Il était prisonnier politique du régime islamique. L'autre ami est M. Behrouz Al-Refi, un activiste, un traducteur qui habite en France. Bien sûr, je laisse mes amis invités à se présenter davantage. Notre sujet est un nom assez considérable et assez typique. Ça bouge en Iran. Nous allons discuter, bien sûr, selon le temps, 3 chapitres, si possible, 3 chapitres différents. Et soit le premier est le phénomène de Raïssi, Ibrahim Raïssi, le nouveau président du régime islamique. Et bien sûr, si on a le temps encore, on va parler des grèves qui sont partout en Iran, qui ébranlent aussi leur régime déjà ébranlé. Les travailleurs de plusieurs secteurs qu'on va en discuter si on a assez de temps. Un autre chapitre aussi important, c'est le rôle ou bien le devoir de la diaspora iranienne. Si le temps limité, bien sûr, le permet, on va aborder toutes ces questions-là. Mais le premier sujet, nous avons maintenant depuis presque 2 ans le coronavirus. Mais depuis 43 ans, nous avons aussi le fléau de l'islamisme qui a non seulement contaminé notre pays, l'Iran, mais ça plombe aussi sur une grande partie du globe-là. Donc, depuis l'épidémie du régime islamique en 1979 en Iran, nous sommes toujours concernés par ce fléau, qu'on soit iranien ou bien même étranger, parce que c'est un problème plutôt international. C'est pour ça que nous sommes réunis sur ce plateau pour avertir tout le monde. Le virus de Mollah et mettre en garde notre peuple qui est depuis 1979 la victime de Mollah virus, si on peut appeler comme ça. Le Mollah Ebrahim Raïssi, turban noir, des descendants du prophète vissé jusqu'à sommet de la tête, prend ses fonctions dans quelques semaines à la présidence du régime islamique. Le régime traverse actuellement une profonde crise de légitimité. Les mains de ses dirigeants, comme Raïssi, sont imprégnées du sang des milliers d'Iraniens. Tel que Raïssi est nommé par les Iraniens le boucher de Téhéran, faisant allusion bien sûr à son rôle dans la commission de mort qui a donné en 1988 lors d'exécution des milliers de prisonniers politiques, qui étaient
parmi lesquels une très grande partie de ces prisonniers malheureux étaient en train de passer leur terre d'emprisonnement. On parle de 2800 jusqu'à 3800, mais il y a d'autres estimations qui supposent même 30 000 décès. Ça veut dire que ce sont des victimes de ce massacre qui ont été ordonné par M. Raisi, bien sûr, après une fatwa de mort par Ayatollah Khomeini. Raisi a aussi avoué dans sa première interview, après avoir nommé le président, qu'en tant que chef de la justice, a ordonné et surveillé la torture, l'interrogation, l'exécution des opposants du régime. Ebrahim Raisi est rangé par notre peuple et en même temps par les médias indépendants des démocraties occidentales dans une catégorie de quelqu'un comme Eichmann, avec bien sûr des crimes contre l'humanité. Beaucoup en Iran, comme dans les pays démocratiques, réclament qu'il doit apparaître devant la justice pour ces crimes contre l'humanité. Raisi, pour tout, défie la justice, même ose chanter le langage de justification comme si ce crime était une purification utile. Alors, ma première question, qui va durer peut-être un peu plus longtemps que possible, pensez-vous que Raisi, avec son passé, surtout ces 2 dernières années à la tête du pouvoir judiciaire, quel était son passé et son bilan? C'est la première question. Deuxième question que vous gardez toujours dans la tête, peut Raisi sauver le bateau de régime à moitié déjà cloué dans une mer trop agitée? Deuxième question, vous pouvez noter si vous voulez. Ou bien s'il va planter finalement les dernières coups dans le cercueil du régime. Peut-il prolonger la vie parasitique du régime, ou bien son existence, ça pourrait être une erreur à accélérer la chute du régime totalitaire. Alors, je vous donne 10 minutes chacun. Quelqu'un qui va sauter le premier, je crois, c'est M. Al-Refi. Alors, le microphone est à vous. 10 minutes de pensée. Si vous avez oublié ces questions-là, vous me dites, je répète. Allez-y. Bonjour les 2 amis et aussi bonjour les auditeurs. Chaque fois qu'il y a un président élu en Iran, je veux dire président dans la République islamique d'Iran depuis 43 ans, on pose les questions, qu'est-ce qui va changer? Est-ce que la personnalité du président élu va faire quelque chose de différent de ses précédents? Il faut peut-être rappeler que dans la constitution de la République islamique, premier principe dit que ce régime est descendu du Coran, c'est-à-dire c'est basé sur le livre que, en principe, pour les musulmans, surtout pour les musulmans fanatiques, cela est indiscutable. On ne peut pas discuter sur le livre de la religion. Deuxième principe, c'est que ce régime n'est pas seulement le représentant des Iraniens, mais a pour la tâche fondamentale de
d'unir les musulmans du monde. Ça, c'est aussi ce qu'ils essayent de faire dans les religions. Mais ce qui est très important, c'est le rôle de guide qui s'appelle docteur de dogme juste, c'est-à-dire qui est accepté, soi-disant, ils disent qui doit être accepté par la majorité du peuple, est important parce que lui, il est commandant des armées, il désigne le chef de pouvoir judiciaire, il doit approuver le président élu et aussi si il n'accepte pas les lois qui sortent de soi-disant ce Parlement que les députés sont déjà choisis par un conseil des experts pour pouvoir participer dans l'élection. Cela dit, M. Raïssi est un peu différent de M. Rouhani. Rouhani aussi a travaillé pendant longtemps dans la commission de sécurité du pays. C'était quelqu'un de sécurité. Mais la différence de Raïssi est qu'il était en 88 un de 3 membres d'une commission des juges qui a décidé des prisonniers politiques qui finalement ont exécuté au moins 5000 personnes que le nom existe toujours. Et même deuxième personnalité de l'époque, Ayatollah Montazeri, quand il a rencontré ces 3 personnes, ces 3 juges, dont Raïssi, leur a dit que vous êtes en train de faire des crimes contre l'humanité. Mais cela ne change rien à la République islamique. Dans une élection complètement manipulée, c'est-à-dire il y avait 500 candidats, le conseil des experts qui sont choisis par le guide, par Khamenei, a accepté au départ 7 personnes, que 3 d'entre eux, 3 jours avant l'élection, ils se sont retirés. Et surtout 2, ils se sont retirés au bénéfice de Raïssi. Raïssi était le président de pouvoir judiciaire pendant 2 ans, et pendant 2 ans, on a été témoin de beaucoup de morts pendant les manifestations, pendant les contestations. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a participé dans la répression farouche du régime. Il a, pas seulement pour la première fois, en tant que juge assassin, il a montré son pouvoir et ses capacités de tuer des gens. Pendant 2 ans, sous son présidence au pouvoir judiciaire, il y a eu des manifestations, par exemple, il y a 2 ans, à cause de l'augmentation du prix de l'essence. Selon l'Amnesty International, sous sa justice, il y a eu 1500 morts. Et le monde entier, partiellement, a protesté. C'est pour ça qu'il va continuer à faire la même chose, c'est-à-dire suivre la politique désignée par M. Khamenei. C'est lui qui est décideur, surtout que en Iran, tout le monde sait, mais même le cabinet de guide dit lui-même que dans 4 ministères, ministère des Affaires étrangères, ministère de la Défense, ministère de l'Information et ministère de l'Information, quatrième m'échappe, oui, des Affaires étrangères, Défense, Intérieure et Information, avec mes excuses, le seul qui décide, c'est le guide. C'est bon, c'est lui qui désigne les ministres. Il va suivre la ligne politique
de guide. Peut-être Rouhani avait un peu de différence, il voulait se montrer plus centriste qui était, mais lui, il ne cache pas son visage. Il est brutal, il le montre. Il a continué une politique de répression et comme on ne peut pas changer la loi divine, il va continuer la politique encore plus durement que ses précédents. C'est pour ça, pour un témoin de la scène politique iranienne, pour un observateur même neutre, on ne va pas attendre grand-chose de ce président que même son pouvoir est dû à la volonté de M. Khamenei, qui est, avec les gardiens de la révolution, les seuls pouvoirs qui exercent leur dictature en Iran. Merci. Merci pour votre réponse assez longue, assez détaillée. On va entendre maintenant la réponse et la réflexion de M. Zarali Nikravesh, qui était aussi prisonnier politique, peut-être à l'époque de M. Raisi. Alors, vous pouvez aussi aborder d'abord les questions et puis rajouter, s'il en reste quelque chose, des points encore plus chauds que j'ai oubliés ou nous avons oubliés, vous pouvez rajouter. Microphone est à vue, allez-y, s'il vous plaît. Tout d'abord, merci pour vous deux, M. Arfani, M. Rachidian, pour m'inviter. Et je vous envoie mes sincères salutations fraternelles comme ancien prisonnier politique et aussi actuellement activiste à la fois dans le domaine politique, droits de l'homme et aussi interprète bénévole pour des réfugiés politiques de différentes langues, donc persan, afghan, kurde et autres. Oui, vous avez bien signalé, j'étais justement prisonnier de 81 jusqu'à 86, 4 mois avant le grand massacre. J'ai eu la chance de m'évader grâce aux complicités des soldats. Je suis évadé, donc je suis un survivant quelque part. C'est-à-dire, si je restais encore quelque temps en prison, fort probablement c'était la mort. Parce qu'il y a eu des milliers et des milliers de prisonniers sous l'ordre Khomeini qu'ils ont reçu soit se rendre ou qui doit disparaître tout simplement. Et Raisi était un homme clé de ce système. En fait, je reviens d'abord, moi je n'aime pas, c'est pas que je n'aime pas, mais le terme de la République, c'est une vol en réalité. Dans le concept islamiste, il n'y a pas de République, il y a la nation soumise. Dans la nation soumise, seulement pour faire semblant et puis donner une image lisse à l'extérieur, voire une tromperie, parce que dans l'islam politique, on peut toujours et par tout le temps mentir à celui d'en face sans que ce soit considéré comme mensonge. C'est de bonne guerre, quoi. Raisi, d'abord, quand il termine ses études primaires, très vite, il est vraiment une fibre complètement fanatique et religieux, quoi. À l'âge de 13 ans, il continue ses études dans différentes écoles religieuses à Mashhad, à Qom, à Téhéran, à Kasham et à Shiraz aussi, quoi. Donc c'est un type que déjà depuis 55-56, il est en contact avec Khomeini. Ce type-là, à un certain moment donné, il était même éduqué par le Baheshti, Ayatollah Baheshti, comme vous le connaissez, un des fondateurs du régime Abu Rafsanjani. En fait, Raisi est idéologiquement, d'un côté, il est beaucoup plus pervers que les autres présidents que notre ami il a cité, mais il est dans une vision, il fait partie de Hojatiya, la courant majoritaire qui croit qu'un jour, il faut absolument, si vous vous souvenez, vous deux, et je suis certain que vous vous souvenez, quand Khomeini est arrivé, le slogan durant 2-3 ans, c'était « En avant vers la République mondiale islamiste », une vision que Khomeini partageait avec le fondateur des frères musulmans égyptiens, Saïd Qutb et Hassan al-Banna. En fait, ce type
ça veut dire le Raisi, c'est un enfant légitime d'idéologie de Khomeini. J'aimerais bien aussi citer quelqu'un qui a vraiment un rôle important, bientôt il va l'avoir dans son cabinet d'Ebrahim Raisi, c'est Mohseni Ejei. Ces trois-là, c'est le trio de Khamenei, Ejei et Raisi, c'est la logique d'arriver, en fait, le rideau tombe. Durant longtemps, ils ont essayé de jouer de se mettre de tous les sauces, de jouer de tous les théâtres en disant on est modéré, on est réformiste, on est ceci ou cela. En fait, la réalité, c'était pas ça. À partir du moment qu'un courant religieux ou non religieux se soumettent au dogme de Velayat Faqih, le royaume de dogme en Iran, c'est-à-dire il est signé la soumission totale à cette vision idéologique. En plus, ce ne peut pas être république parce que c'est le parti unique qui monopole tout l'instant de pouvoir. Et puis dans la constitution iranienne, à 2 fois, il est mentionné, quand l'élection n'est pas au goût du guide suprême, ils peuvent annuler l'élection. Quand le président peut être soupçonné par le guide suprême d'infidèle, il peut l'obliger très facilement à démission, quoi. Donc, dans la logique actuelle, le régime iranien, il va vers il est en train de montrer son vrai visage. Il est capable de recourir à plus de crimes et même voire assassinats ultra frontaliers en dehors d'Iran et partout. Et aussi, ils ont besoin de conflits. C'est une nature de conflit. Vous vous rappelez très bien quand le Khomeini disait la guerre, c'est une bénédiction. Parce que grâce à la guerre, il a su vraiment marginaliser, massacrer tous les courants démocrates, progressistes et des gens de gauche et autres. Ce même trio que je citais tout à l'heure, ils ont besoin de conflits. Conflits dans le but de répression interne, mais au moment voulu aussi, quand ils sont vraiment dans le cul-de-sac, ils n'ont pas la possibilité de faire plus. Ils sont capables aussi de faire des concessions, comme ils l'ont fait dans le passé à plusieurs reprises, ou alors tenter de jouer la contradiction entre l'intérêt mercantile, Chine d'un côté, la Russie de l'autre, l'Europe, comme ils savent, ils ont d'expérience aussi, ils savent que, par exemple, il y a une communauté européenne, mais qu'il n'y a pas une Europe politique. Donc, par tous les moyens, il essaie de jouer pour vraiment se donner une possibilité de la longévité à ce pouvoir totalitaire, apparenté à une certaine forme de fascisme par un habillage religieux. Donc, de ce fait-là, il est fort probable que Ebrahim Raisi, avec son guide suprême et avec tout l'appareil de répression qu'ils ont en main, et aussi grâce à toutes les richesses iraniennes qu'eux, ils contrôlent, ils cherchent de conflits. Le conflit pour eux, c'est amener la guerre ailleurs, parce que si vous vous souvenez bien, dès le départ, quand ils ont commencé à venir en Iran, ils ont brûlé des innocents dans le cinéma Rex d'Abadan, et très vite, Khomeini, il a menacé Saddam Hussein, et la guerre a commencé jusqu'à nos jours. Si on voit, c'est un régime qui vit dans le conflit. Ce n'est pas un régime stable, donc il doit absolument continuer cette forme de conflit, et probablement il doit disparaître aussi dans le conflit. Merci beaucoup, mais j'aime bien aussi rajouter un point de vue qui vient à l'esprit. Moi, personnellement, je crois que la nomination de Raisi comme le président du régime est une erreur grave du régime. Il va donner un coup de grâce au corps des gens mourants du régime. Peut-être avant que, j'ai entendu aussi dans les informations qu'il y a un affaissement de terre de Téhéran grâce à la mauvaise gestion du pays, et ça peut engendrer encore une catastrophe humaine. Mais avec ce régime, tous les malheurs seront possibles et probables. Alors,
Si vous en voulez intervenir sur mon avis, allez-y, mais une réponse courte, s'il vous plaît. Le résumé, encore, si Raïssi peut prolonger, qui était ma question première, la vie du régime, ou bien, par contre, comme je viens de dire, c'est un personnage haï par le peuple iranien qui peut même accélérer la chute du régime. Comme les réformistes du régime disent implicitement, le linge se lave dans la famille, que vous avez déjà fait allusion à ça. Alors, je laisse M. Arefi pour ce que je dis et si de rajouter ses réflexions. Allez-y, les paroles sont à vous. Vous savez, les 42 ans de gouvernance de ce régime a montré que ce qui compte pas, c'est le destin de la population. Ils ont dans la tête surtout le droit divin. Et c'est pour ça ils ont pillé le pays. Mais vous voyez, avec le Covid-20, on est en train de voir les gens mourir tous les jours. Et ils n'ont rien fait. L'Iran est un pays riche, avec une gouvernance sage et économiquement sain. On pouvait quand même avoir une vie pour les gens, une vie agréable pour les gens. Monsieur, enfin, je dis monsieur, mais par politesse peut-être intellectuelle, Raïssi, cet assassin, il ne va pas changer grand-chose à la vie de la République islamique. Parce que ce qui compte, c'est aussi, vous savez, en face, le peuple n'est pas armé. Je ne dis pas qu'il faut que ça soit armé, mais il faut penser aussi aux balances de pouvoir. Le régime, pour le moment, est très puissant par rapport aux gens qui n'ont rien dans la main. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. On voit qu'au sud d'Iran, grand secteur pétrolier est en grève. Ça ne suffit pas pour faire bouger ou faire complètement trembler ce régime. Mais ce n'est pas un début parce qu'on avait déjà depuis des années les mouvements ouvriers ou les mouvements des enseignants, des étudiants, des femmes surtout. Mais ensemble, tout ça, si ça s'élargit, peut donner un résultat, mais comme le régime est très, très armé, avec les pastarans partout, on ne peut pas attendre un changement rapide dans un temps assez court. Mais il faut avoir de l'espérance parce que malgré la répression, malgré les prisons, malgré la torture, malgré l'exécution, ce régime est quand même en danger, mais peut-être pas immédiat, mais il n'a pas pu arrêter le mouvement de peuple qui conteste à voix forte contre ce régime. À Paris, je travaille aussi au sein d'une association qui s'appelle Association de défense des prisonniers politiques et d'opinion en Iran, et aussi porte-parole d'une autre association qui est Solidarité socialiste avec les travailleurs en Iran. On regarde que par rapport il y a quelques années, les manifestations, les contestations sont beaucoup élargies, se sont beaucoup élargies. Et ça, c'est un signe que le régime a une opposition à l'intérieur du pays qui peut, jour par jour,
grandir. Et surtout, c'est très important à signaler et à souligner que les Iraniens ne veulent pas un changement par l'extérieur, malgré qu'il y a des associations, des organisations même politiques très, très puissantes qui essayent de changer le régime avec l'aide un jour de Trump, l'autre jour avec George Bush, fils. Demain, on ne sait pas qui, mais l'histoire récente dans notre région a montré l'exemple de l'Irak et l'Afghanistan aussi a montré que l'intervention et l'ingérence étrangère est comme des poisons pour le mouvement progressiste à l'intérieur du pays. C'est pour ça que les gens luttent contre la répression et contre la dictature, mais avec leur force, et cette force, quand il sera plus forte, cette force, elle arrivera à battre un jour cette dictature. C'est peut-être un vœu aujourd'hui, mais ce n'est pas impensable, ce n'est pas irréalisable. C'est pour ça il ne faut pas attendre que Raïssi fasse quelque chose de miracle, ni pour le régime. Il a essayé de se montrer proche des gens, comme certains populistes dans les autres pays, mais il est allé voir les travailleurs, mais ils l'ont refusé à parler avec lui. Ils ont dit que nous, on ne parle pas avec quelqu'un qui est responsable des assassinats. C'est déjà un signe qu'il a reçu de la part d'une partie de mouvement ouvrier, d'une partie de la classe laborieuse, et il sait que les gens, ils résisteront contre la répression qui sûrement va continuer. Merci beaucoup, Monsieur Al-Refi. Vous avez développé 2 points importants que je cite. Le premier, que vous pensez que dans l'immédiat, il n'y aura pas un changement radical en Iran, parce que les gens sont très, très actifs, mais n'ont pas l'arme dans les mains, et que le régime est armé jusqu'aux dents et peut tout perdre. C'est un régime sauvage. Et deuxièmement, vous avez dit que les Iraniens ne veulent pas l'ingérence ou l'intervention étrangère en Iran. Et l'exemple Irak et Afghanistan est cité par eux. Alors, avec ces 2 points, peut-être c'est M. Nick Ravesh qui va développer ces points en considérant ces 2 points importants de notre ami Al-Refi. Le microphone est à vue. Moi, je ferme mon microphone. Allez-y. 5 minutes, s'il vous plaît. 5 minutes. Je partage l'essentiel de l'analyse de M. Al-Refi. Ça va de soi, c'est pertinent et on ne peut pas contester. Ça va de soi. En ce qui concerne la chute du régime, on ne peut pas prévoir dans les médias, c'est vrai, mais parfois aussi, on peut attendre certaines surprises. C'est-à-dire qu'il y a une accumulation de frustration du peuple iranien à l'égard de ce régime. Parfois, ça peut aussi, comme une avalanche, de se mettre en marche et vraiment détruire, malgré l'apparence violente, divers mouvements de répression, diverses forces de répression que le régime possède. Ça arrive à un certain moment donné qu'il y a une conscience collective qui rejette ce régime. Par exemple, malgré tous les triches qu'il y a eu, le régime qui annonce 48% de participation, la réalité était tout autre chose. On estime autour de 20 à 25% au grand maximum, ce qui montre déjà l'illégitimité de ce régime. Un régime qui avait 90% de vote quand le Khomeini met le pied en Iran. Toujours aussi un pourcentage truqué parce qu'eux-mêmes, ils annoncent, ils comptent, ils décomptent, quoi. Il est évident quand on voit, il y a une conscience d'ouvriers qui se réveille, ils savent que face à eux, ils ont un assassin, un tyran qui peut vraiment, comme un crocodile, pleurer même devant eux, mais les gens, ils ne sont pas dupes, ils ont la conscience que ce type est
pervers, il est mauvais. Il est là dans le but de sauver le système, mais pas sauver les gens. Et puis dans la logique de l'islam politique, on n'est pas responsable des citoyens, pas responsable des êtres humains. L'homme doit être sacrifié toujours dans un but de vision idéologique du régime. L'homme, l'islam en tant que mot, quand on le traduit d'une façon littéraire, ça veut dire soumission, quoi. Donc, le peuple doit être soumis à ce dictat des clergés qui sont les représentants de Dieu et de leur prophète. Dans ce style-là, ce ne fait pas partie de soucis de système, de régime, d'un jour apporter de confort et de bien-être aux citoyens. Bien au contraire, nous sommes tous témoins. Quel pillage énorme, quelle dépense et quel gaspillage le régime iranien qui fait pour ces divers mouvements comme le Hamas, comme le Fatemion, comme plusieurs milices chiites irakiens. Maintenant, récemment, il a formé même les milices chiites pakistanais, pour le Yémen houssite, etc., etc., etc. Donc, je pense que, selon moi, ce régime, il est né sur une base idéologique agressive, une vision de Hojjatia qui dit un jour, par tous les moyens, il faut imposer l'islam à l'humanité, pourvu que l'imam caché Mehdi revient. Dans ce but-là, on ne doit rien espérer pour que la vie des citoyens s'améliore. Moi, je préférais de voir les citoyens de vivre mieux, mais la réalité, c'est tout à fait autre chose, quoi. Et de plus en plus aussi, il y a un éveil de conscience. Par exemple, on a eu deux périodes de dictature nues, Shah d'Iran et celui qui était le successeur régime facho-islamiste au pouvoir actuellement, mais la majorité écrasante de citoyens iraniens, dans leur diversité culturelle, géographique, sont des gens qui sont en quête de recherche, comment trouver par eux-mêmes, comme M. Arafani l'a cité tout à l'heure, par eux-mêmes d'être la troisième voie, la voie de leur propre libération. Parce que quand même, il y a un certain degré de conscience parmi l'ensemble de la population, de connaissances et de conscience aujourd'hui que nous, on n'avait pas il y a 44 ans. Souvenez-vous, la majorité des gens ont dit « Shah doit partir » sans savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'ils veulent après? Mais par contre, les gens aujourd'hui, ils ne veulent pas répéter l'erreur. Donc, les gens, l'imaginaire collectif est capable de supporter encore cette horreur qui leur gouverne pour arriver à une maturité et au moment venu, ce mouvement que parfois, c'est comme un feu sur le braise qui se met en marche, comme une avalanche partout. Ça veut dire dans toutes les parties des pays, il y a un soulèvement et à ce moment-là, le régime ne peut pas le contrôler. Parce que jusqu'à maintenant, la chance du régime était que souvent le soulèvement était dans plusieurs villes ou dans un certain secteur. Et ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Moi, je n'ai pas la doute dessus. Mais en ce qui concerne, on préfère tous que ce régime d'horreur disparaisse à tout jamais, le plus vite possible, parce que toutes les dictatures, ils ont un fin, quoi. Mais merci. Alors, vous avez cité deux points importants. Un point que c'est aussi le régime islamique qui intervient dans les affaires des autres. Vous avez cité qu'il va peut-être former même les ministres pour Pakistan, pour Afghanistan, et puis à former des groupes terroristes qui sont logistiquement et financièrement aidés par le régime islamique dans la région. Alors, ce sont deux points qui un tout petit peu peut-être va rajouter à ce qui est l'ingérence des étrangers en Iran, ce qui était cité par M. Arefi. Mais ce qui est important, à mon avis, c'est la composition morphologique du régime qui peut même tromper l'opposition, sachant que pour le front du régime, pour le régime qui est ébranlé maintenant, mais quand même a un front qui doit s'allier avec ce régime. Ce front qui est allié officiellement ou bien officieusement avec le régime
à tous azimuts d'ailleurs, ils sont aussi assis dans le même bateau, ou une galère au point d'une noyade. Pour eux, le problème grave du pays, c'est l'étranger qui est visé toujours. Leurs ruses de déviation sont désormais des attrape-nigauds, comme le secret de Polichinelle qui ne trompe que les nigauds ou bien les enfants d'écoliers peut-être, les niais, le front du régime joue en principe à l'égard de puissants coloniales le jeu d'accusateur pour sauver la passe répartitive du régime, pour que le régime ne soit pas dévoilé, démasqué. Avec leur théorie de complot, bien sûr, ils tentent de culpabiliser l'étranger pour le malheur de notre peuple. Alors, ce sont des idées un peu controversées qui apparaissent entre vous deux et moi aussi. J'ai fait un résumé et tiré des conclusions un peu plus davantage. Alors, quel est à votre avis ce qui peut être un comportement du front du régime? Et pensez-vous qu'une solidarité internationale, malgré tout, doit-elle aider le peuple iranien à se débarrasser du régime, ou bien rester neutre, deuxième point, ou bien ne pas aider le régime mafiosi? Alors, entre ces options, quelle est l'option la plus préparée pour vous, ou bien est plus probable? Alors, chacun 5 minutes, ça veut commencer par M. Arepi, et puis vous pouvez aussi répondre à M. Nick Paresh, c'est ce qu'il a dit, que vous a un petit peu contredit. Allez-y, ouvrez le microphone. Oui, ce qui est important, c'est que les gens qui luttent contre le régime, ils doivent changer les rapports de force pour que le peuple réussisse de changer profondément la nature des choses. C'est-à-dire, renverser ce régime est nécessaire, mais il faut aussi que les gens puissent tracer une alternative dans le chemin qu'ils mènent dans la lutte contre la dictature, la répression, contre le régime. C'est très important que soit créée une alternative valable et efficace. Et ça, c'est le rôle de tous les gens, toutes les organisations, tous les partis progressistes, les femmes, les hommes, les travailleurs, les universitaires, les étudiants. J'espère que vous n'avez pas oublié mes questions à la fin. Oui, alors, restons sur le sujet. Ok. C'est sur le sujet. Allez-y, allez-y. C'est sur le sujet. C'est-à-dire, c'est eux qui doivent mener à terme des luttes avec une alternative valable. Ce qui est important, c'est la lutte des gens à l'intérieur de chaque pays. Si en Afrique du Sud, les gens ont pu réussir avec Mandela à la tête, pas seulement parce qu'il y avait quelqu'un important comme leader, parce qu'il y avait aussi une ligne qui était très juste. Toujours, les peuples qui luttent, ils ont besoin de solidarité, ils ont besoin d'aide, mais ça, c'est considéré comme secondaire. Ce n'est pas avec une aide des progressistes, solidarité internationale qui est nécessaire pour que la lutte du peuple iranien avance.
ça ne suffit pas pour qu'ils réussissent. C'est eux-mêmes qui doivent être armés à une, vous savez, à une politique qui peut réussir. La rue est très importante, mais la rue ne fait pas de programme politique, économique, social. Il faut que les gens qui luttent pour la démocratie, pour la liberté, pour l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, pour justice sociale, pour la laïcité, c'est-à-dire séparation complète de la religion et de l'État, pour qu'ils puissent le mettre dans un programme politique et dans une organisation à travers le pays. Et ça, c'est le souhait qu'on peut avoir pour l'avenir du pays, qu'une alternative. Mais une question, simple question. Quel sera le rôle des voisins, des pays voisins, ou bien des puissances plus fortes vis-à-vis, ou bien à l'égard de la lutte du peuple iranien? Quelle sera leur position dans ce cas? Ils peuvent Qu'est-ce que vous attendez de ce pays-là? Allez-y. Ils peuvent aider, mais pas plus. Ils ne peuvent pas changer. Regardez le rôle de l'Iran, même quand il était beaucoup plus puissant sous le Shah, il n'a pas pu modifier les régimes autour de nous. Il était toujours. Mais c'est les peuples de ces pays qui peuvent changer. Tout est important. Ils peuvent ralentir. D'accord, monsieur Arefi, bien sûr, Voilà. vous avez Ils tout à fait ralentir, raison. mais c'est le pas peuple changer. iranien qui dit toujours le dernier mot, qui prennent la décision vitale pour leur propre destin. C'est tout à fait juste. Alors, un mot, tout facteur peut voilà. influencer, mais l'essentiel, c'est la ligne politique et l'organisation de l'intérieur du pays. Voilà, monsieur Nick Rabesh, c'est à vue, vous avez 5 minutes. Restons sur le sujet. Je demandais l'intervention de l'Iran, comme vous avez cité, au Pakistan, le pays de la région. Et par contre, il y a un aspect d'intervention des pays, des puissances plus graves, ce qui est très, très marqué par le front du régime qui vise toujours l'étranger comme la cause de tout problème en Iran. Allez-y, 5 minutes. En fait, en réalité, depuis, vous savez, ceux qui ont facilité l'avènement de Khomeini en Iran, vous le savez très bien, c'était Jimmy Carter, c'était Thatcher, c'était Giscard d'Estaing et les autres. Je crois que quand pour eux, ils ont jugé. Mais nous restons sur le sujet. Oui, les questions que M. Arefi a aussi développées, que j'ai redemandées. Alors, nous restons sur le sujet parce que le temps est serré. Il y a beaucoup de termes, mais seulement en résumé. En grande partie, je suis d'accord avec M. Arefi. Seulement, il faut mentionner d'un côté le changement qui doit devenir une réalité de mentalité des gens eux-mêmes, de se sentir responsables. Et puis aussi, changement de mentalité parmi l'opposant au régime. Ils sont dans une période tout à fait classique, c'est-à-dire ils n'ont pas arrivé à un consensus de dialogue pour créer un espace commun une opposition qui peut être crédible sur la scène internationale et aussi qui encourage le mouvement social à l'intérieur d'Iran même. Comme je dis, ce n'est pas nécessaire, il ne faut pas croire, il n'y a pas de miracle, il ne faut pas compter sur la bienveillance ni des États-Unis, ni d'Europe, ni pour apporter la démocratie en Iran. La démocratie, c'est un sujet par le mûrissement et réflexion du peuple dans la reconnaissance de droits et de devoirs mutuels et de reconnaître la diversité en termes de droits de chacun et aussi l'unité de valeurs autour d'un socle commun pour créer eux-mêmes leur chemin vers la liberté, vers la démocratie, vers la séparation temporelle et spirituelle, complètement empêcher toute forme d'interférence de toute forme de religion dans leurs affaires et que le peuple, graduellement, prend leur destin en main. Mais le peuple, il a besoin aussi
deux courants intellectuels qui s'unissent. C'est que nous avons comme un vrai problème que les pays européens, par exemple, prenons l'exemple, qui sont très complaisants, voire complices par moment avec le régime iranien parce que nous n'avons pas une opposition forte. Ça, c'est un vrai drame qu'on vit, quoi. Chaque parti politique, il prétend qu'il est le meilleur. Chacun, ils ont une certaine influence, aussi minime soit-il. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à créer un dialogue constructif basé sur la confiance mutuelle et le devoir mutuel de créer un programme pour dire, voilà, c'est le reflet extérieur de cet appui au peuple iranien qui essaye vraiment de faire son chemin, son chemin vers la liberté. Et en grande partie, le régime profite de cette situation, quoi. Voilà, merci. Merci. J'ai bien compris votre ligne aussi. C'est à peu près comme, d'ailleurs, heureusement, la manigance d'activité du régime est une démarche boiteuse. C'est ce que j'ai compris de vos paroles. C'est compréhensible même pour les enfants d'école primaire. Vous avez cité que M. Raïssi a fait aussi une école primaire. Je m'en doute parce que moi j'ai entendu qu'il a fait seulement 5 années d'école primaire. De toute façon, le simulacre de la culpabilisation d'un bouc émissaire, c'est quelque chose très, très, très ancien par toutes les dictatures existantes dans notre temps contemporain. Ça veut dire c'est une stratégie de tous les régimes totalitaires, y compris leurs réformistes de leur régime. Les réformistes du régime islamique sont aussi là pour montrer souvent une parodie vraiment comme un pastiche qui ressemble à un antipode pour limiter les dégâts du régime, mais bien sûr aussi les dégâts dans lesquels le régime peut être tombé. Peut-être c'est pour ça que le régime va encore prolonger sa vie parasitique, comme M. Al-Refi a noté ça, parce qu'on a un front de régime qui supporte quand même que le régime puisse rester autant que possible au pouvoir. Alors, dans le camp du régime, malheureusement, il y a pas mal aussi des intellectuels qui font ce genre de simulacre dans les think tanks de régime. Et ce sont ces gens-là qui peuvent aider quelqu'un comme Raïssi qui n'a que 5 années d'études primaires. Alors, pour moi, chaque régime totalitaire a aussi des méthodes psychologiques et a des psychologues collaborateurs qui préparent ce pastiche, c'est ce que j'ai dit, ou bien trompe-l'œil, l'appareil de la propagande des mollahs, les mollahs inéduqués surtout, est dirigé par ses collabos intellectuels. On peut les appeler, comme beaucoup d'Iraniens, les prostituées, les prostituées intellectuelles qui se vendent au régime. Qui se vendent au régime parce que leur vie parasitique est très liée. Ils ont beaucoup d'intérêt à garder le régime au pouvoir. Ils sont là pour suivre la ruse de renard et la force du lion à maintenir le régime au pouvoir. Alors, pour eux, chaque moyen coquette peut justifier la fin, ce qui a dit machiavélique. Et le régime islamique, vraiment, est un régime machiavélique. Machiavel a dit ça
au prince, ou bien il principe en italien. C'est le nom de son livre d'ailleurs. En m'adressant aussi à notre peuple et à vous aussi, mes amis, mes camarades, je rajoute, puisqu'il est difficile de distinguer la vraie opposition de la fausse, il ne faut mieux renoncer le besoin de l'opposition. L'opposition est indispensable, même s'il fait des fautes. Psychologiquement, la tendance d'inactivité se justifie avec l'idiome « mieux est seul que mal accompagné ». Voilà. Alors, en outre, soyons conscients et vigilants que ce doute peut être aussi propagé par les think tanks du régime. Les think tanks du régime sont formés de psychologues qui se vendent au régime. Moi, j'ai étudié psychologie. Je peux aussi un peu comprendre leur manigance. Alors, le régime suivit bien les conseils de Machiavel d'avoir la force du lion et la ruse du renard. Pensez-vous qu'ainsi le régime sort de son bureau peut-être l'épée de Damoclès pour un massacre de type de celui de prisonnier politique en 1988, ce qui a été cité par un de vous, je crois, à propos de Réissi et HDI, qui est aussi à la tête de la justice ou bien l'instance judiciaire du pays. HDI est aussi un mollah très barbare, très brutal. Et il est maintenant avec Réissi, peut-être avec quelques idées de purification sacrée, ce qui était par une papa de Roménie en 1984. Je vous donne le microphone. Chacun a encore 4 minutes parce qu'on est arrivé à notre terme. Et puis, je vous invite pour continuer ce débat. Il en reste encore 2-3 chapitres. Les travailleurs qui sont en grève et puis nous, les Iraniens qui sont dans les pays démocratiques, quel sera notre rôle comme diaspora. Alors, on commence par M. Arefi. Moi, j'éteins mon microphone. Vous commencez votre débat. Allez-y. Oui, vous savez, j'essaie de revenir sur la terre. C'est-à-dire, on a un régime dictatorial qui réprime, qui pille, qui n'a aucun résultat, qui a un bilan catastrophique. Et de l'autre côté, on a les gens qui essayent avec le moyen de bord lutter. Heureusement, dans les années précédentes, on a un mouvement qui monte. Il y a les travailleurs qui font la grève, il y a les enseignants qui font la grève, aussi il y a des femmes surtout. La moitié des Iraniens sont des Iraniennes, et ça c'est très important. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'elles sont une des premières victimes de ce régime parce que leurs droits ont été bafoués des premiers jours de l'installation de ce régime. C'est pour ça qu'en face de ce régime réellement dictatorial, malgré que une partie des intellectuels, surtout en Europe, prétendent qu'on peut changer ce régime de l'intérieur, 43 ans a montré qu'il est impossible de changer ou de réformer ce régime. C'est un régime pas corrigible. On ne peut pas corriger ou réformer ce régime parce que tout d'abord, la constitution de ce régime, que j'ai cité quelques notions,
ne donne aucun moyen de changer quoi que ce soit. C'est pour ça, je suis optimiste, mais pas pour, comme je dis, à cause de rapports de force, pas pour immédiat, mais comme on voit qu'il y a des mouvements qui, chaque jour, confortent le régime, malgré qu'il y a un président assassin et GI à la tête de justice, il était pendant des années le deuxième personnalité de justice. Ça va continuer dans le même sens. C'est pour ça le régime va essayer, s'il gagne un peu d'argent avec les traités de nucléaire qui est en discussion actuellement, il va continuer encore à aider Hezbollah au Liban ou le régime syrien qu'il a essayé de sauver, mais c'est surtout ses amis russes qui l'ont sauvé. Mais cela dit, j'essaie d'être bref parce qu'on n'a pas le temps, il y a quand même un moyen d'accélérer la lutte. Et ce qui est important, c'est la voix des gens qui vivent à l'intérieur. Ils ont besoin de notre soutien. Le rôle de l'opposition à l'étranger, c'est surtout rendre possible leur lutte, c'est-à-dire aider ceux qui luttent en Iran à l'intérieur du pays. Et c'est très important. Ce n'est pas rien. Une petite lumière aussi, c'est de lumière. C'est pour ça, un étincelle peut déclencher les grandes lumières. Nous, Merci. on va continuer à soutenir ce mouvement et j'espère qu'ils vont réussir. Merci beaucoup. Alors, vous avez cité encore le fait que la chute du régime est le job de notre peuple à l'intérieur, mais avec la solidarité, peut-être être morale de la communauté internationale. Mais vous n'avez pas dit si M. Reissi, bien sûr, vous avez déjà fait une allusion, va peut-être faire une purification comme ce qui a été le cas. Je vais demander à M. Paresh, parce qu'il y a 27 ans, monsieur le leader du Parti démocrate, qui a été assassiné en Autriche par le même régime, qui a fait une vague d'assassinats aussi. Alors, mais il est un pion, hein, n'oubliez pas, il est un pion. Il est un pion, bien sûr. Alors, M. Kassemlu qui a été tué il y a 27 ans. Alors, M. Nikavesh, vous avez encore 3 minutes concrètes. S'il y a un avertissement avec M. Reissi et HDI pour continuer leur politique de terror à l'intérieur comme à l'extérieur. 3 minutes. Je serai résumé. Résumé. Oui, résumé. Tout d'abord, c'est une analyse très intéressante que notre cher ami qu'il a fait. Moi, je pense qu'il n'y a aucun espoir dans ce régime, il doit disparaître. Tout simplement, comme le régime nazi n'était pas capable d'être réformé, le régime islamiste, qui depuis 43 ans au pouvoir, ne peut pas. Et puis, pour corriger, ce n'est pas 27 ans, c'est 32 ans. C'était en 89, l'assassinat de Dr Abdelrahman Kassemlu. C'est un rappel, tout simplement. Je pense que vraiment, il faut par tous les voies, par tous les réseaux sociaux, par tous les moyens, par toutes les créativités, intellect, encourager le peuple iranien de prendre leur destin en main, de prendre courage. C'est toujours le peuple qui emporte sur la tyrannie. C'est la leçon de l'histoire. Et extérieurs peuvent un peu mieux s'organiser pour être le porte-voix du peuple à l'intérieur. C'est le peuple iranien qui fait la révolution, qui prend leur destin en main. L'extérieur, ce n'est qu'un soutien. Je pense qu'on est dans un monde que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que l'intérêt. C'est évident, on le sait très bien. Mais à partir du moment qu'il y a une réelle organisation interne et aussi soutien de mouvements politiques qui sont vraiment clairs, tranchés, nets, qui souhaitent le renversement de ce système, pas un pied dedans, un pied dehors. À ce moment-là, le monde aussi prend en considération à la fois l'aspiration du peuple iranien, mais aussi l'opposition qui va
se dégager de cette division, de cette vision pessimiste des choses, parce que l'espoir fait vivre. Nous avons besoin d'espérance, nous avons besoin de sagesse et de courage, mais aussi de conviction pour aller vers un lendemain que la vie sera une vie enfin normale en Iran pour tout le monde, quoi. Merci, ça... merci, Monsieur Nick Ravesh de Belgique et aussi Monsieur Arati de la France qui ont bien animé ce débat. Et je vous invite déjà de continuer ce débat. Il y a encore 2 chapitres à parler. Peut-être dans les prochaines émissions, on va faire un débat sur les travailleurs qui sont en grève, mais aussi le rôle des diasporas. La diaspora, qui sont nus, à peu près 6 millions, sont malheureusement peu actives. Vous avez cité l'Afrique du Sud dans les années 80. Ils ont fait vraiment des grandes campagnes. Ils ont attiré l'opinion publique de la communauté internationale et ils ont réussi finalement à se débarrasser du régime d'apartheid, ce qui n'est pas notre cas malheureusement. De toute façon, on va continuer ça et moi, Jean-Charles Rachidian de l'Allemagne, remercie aussi mes téléspectateurs et vous deux, mes amis, et aussi les camarades d'une lutte juste contre un régime barbare. Merci aussi aux téléspectateurs de Rangin Kaman ou bien Arc-en-Ciel qui ont suivi ce débat. Je vous salue à tous et à la prochaine fois. Merci bien.